Alors bonsoir et bienvenue à cette conférence un peu spéciale de C'est pas sourcé qui va revenir un peu sur des sujets qu'on a déjà traités au fil du temps. Il ne s'agit pas de tout refaire parce que ça va couvrir un peu de terrain qui a déjà été couvert par nombre de nos vidéos, mais qui traînent dans nos cartons depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on avait dû exclure de notre vidéo de Noël de 2016 déjà, donc ça fait bientôt une décennie. Et il y avait eu un projet de le faire en collaboration avec une chaîne anglophone, comme ça toucherait un plus large public. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Du coup, ça c'était en 2021, et puis forcément, c'était frustrant. J'avais tout traduit en anglais. Et puis, finalement, ça ne s'était pas fait, mais on peut enfin clore le dossier ce soir si vous êtes d'accord. Par un petit retour aux origines de Noël, donc c'est une question qu'on a beaucoup traitée dans notre émission, principalement cette question des origines païennes du christianisme. Peu importe quel domaine du christianisme vous étudiez, il y aura différentes théories sur le fait qu'ils ont tout piqué aux païens. Chaque année, sur les réseaux, dans les journaux, à la télé, on va avoir différentes blagues, différentes. Là, vous avez un sketch sur TikTok, sur Instagram, où Jésus est en train de voler le solstice d'hiver, et il se fait ensuite voler le solstice, je vous spoil le TikTok, mais il se fait voler le solstice par le Père Noël. C'est un peu une blague comme ça, mais une blague qui repose quand même sur le fait que, il fête le solstice depuis des millénaires, depuis toujours, alors que ce qu'on va voir, c'est que c'est pas vraiment le cas. Ça arrive même si vous allez en fait sur Wikipédia, ça c'est la page Wikipédia sur Noël, le jour où elle a été créée, en 2003. Et vous voyez qu'on vous dit Noël est une fête d'origine chrétienne, elle célèbre la naissance du Christ, la fête du 25 décembre proviendrait d'une fête païenne, la naissance du soleil invaincu. Donc on ne vous a même pas encore dit en quoi consistait Noël. On s'offre des cadeaux, on mange, il y a une messe de Noël, rien du tout, mais on vous dit déjà ça vient de la fête du soleil invaincu. Donc c'est ça qui devient intéressant, c'est que ça remplace même le fait de faire l'histoire ou de vous donner des infos sur Noël. Typiquement, ça s'est répandu notamment avec des films comme Zeitgeist, dont on va parler un petit peu ce soir aussi, que Jésus aurait tout piqué à des dieux païens. Alors Zeitgeist, c'est pas vraiment embêté, ils ont dit à quel dieu? À un peu tous les dieux. Vous avez Horus, Attis, Mitra, Krishna, Dionysos. Ils partageraient des traits, nés d'une vierge, nés le 25 décembre, etc. Et là, tous, à part Krishna, seraient nés le 25 décembre. En fait, c'est pas du tout quelque chose d'attesté. Et bon, on va pas revenir sur toutes les vidéos qu'on a faites, parce que là, on est dans le prolongement. Mais pour rappeler les éléments essentiels du dossier, cette fête du soleil invaincu, on la trouve dans le chronographe de 354, ou calendrier philocalien. C'est en fait un manuscrit assez particulier, enfin il y a différents manuscrits, mais qui a été commandé par apparemment un aristocrate chrétien de Rome, écrit par un scribe qui s'appelle Philocalus, d'où calendrier philocalien. Le commanditaire s'appelait Valentinus. Et il y a un calendrier des fêtes romaines. Et on trouve au 25 décembre une mention N Invicti CM suivi du chiffre 30. CM c'est Circenses Missus, des courses de chars. Et donc Natalis Invicti, le N c'est pour Natalis, qui veut dire l'anniversaire ou la fête anniversaire, la fête annuelle. Natalis Invicti, Natalis de l'invaincu, 30 courses de chars. Natalis, normalement, vous pouvez peut-être le voir en lorgnant un petit peu sur ce calendrier-là, mais vous avez par exemple le 30 décembre Natalis Divititi, donc la naissance de Titus, le divin Titus. Quand c'est les empereurs, c'est leur anniversaire littéralement, c'est le jour où ils sont nés. Et donc on fait 24 courses de chars, par exemple pour Titus là. Ou bien ça peut être le Natalis de différents dieux, qui est généralement la date à laquelle leur temple a été consacré. Et ça peut varier au fil du temps si le temple est reconsacré. Et donc on pense que c'est une fête de Sol Invictus. Alors il y a des gens un peu sceptiques qui disent oui, bon, Invicti, c'est un épithète qui est porté par d'autres dieux. On parle parfois de Hercule Invictus, Mars Invictus, même Isis, Isia Invicta. Mais il y a une mention de l'empereur Julien qui semble très clairement parler de cette cérémonie. Julien c'est un de ses empereurs, on est après Constantin, hein, il règne très brièvement dans les années 360. On dit parfois c'est le dernier empereur païen, parce qu'il a été élevé dans la foi chrétienne, pas dans la foi suivant les préceptes du concile de Nicée, plutôt dans l'arianisme, mais néanmoins chrétien, et il a rejeté tout ça à un moment pour se retourner vers les philosophies, les pratiques, les rituels païens, une espèce de barou d'honneur du paganisme où il s'est retourné vers ça. Et il nous dit justement, avant le renouvellement de l'année et après le dernier mois consacré à Saturne, nous solennisons par des jeux magnifiques consacrés au soleil
la fête du soleil invincible, Eliou Aniktou, il écrit en grec, hein, donc il dit pas Sol Invictus, il dit Eliou Aniktou, mais c'est assez littéralement la traduction. Et ces jeux achevés, c'est plus permis de célébrer les spectacles tristes mais nécessaires qu'offre le dernier mois. Il pense peut-être aux combats de gladiateurs, des choses comme ça. Mais aussitôt après les Saturnales, viennent les fêtes anniversaires du soleil. Donc les Saturnales, ça commençait autour du 17 décembre. La fin de l'année, c'est le 31. Il nous parle d'une fête anniversaire du soleil invaincu, entre le 17 décembre et le 31 décembre. Il y a très peu de doute sur le fait qu'il parle de la même fête. On va voir des gens dire que le chronographe de 354, c'est la seule trace, mais c'est pas vrai. Et même la mention de Julien est presque plus claire, parce qu'il est plus explicite que cette entrée dans un calendrier. Il y a un gros problème, c'est qu'on pourrait dire, bon, ben, c'est l'origine de Noël, mais le problème, c'est que Noël apparaît en même temps. Dans le même document, le calendrier philocalien, dans un autre calendrier, vous avez le 25 décembre, Natus Christus in Bethlehem Judae, naissance du Christ à Bethléem en Judée. Donc la fête du Natalis Invicti, elle est attestée à date aussi ancienne que Noël. Donc pour prouver qu'elle est plus vieille, ça va être un peu plus compliqué que ça. Surtout que il y a quelques éléments qui permettent de penser que Noël est un peu plus ancienne. On en avait parlé dans notre vidéo, je ne reviens pas forcément dessus. Et cette entrée du Natalis Invicti, elle est un peu suspecte. Notamment ces fameuses 30 courses de chars. Partout ailleurs dans le calendrier, c'est toujours un multiple de 12. Ce qui est assez important, probablement, parce que les courses de chars, il y avait toute une symbolique solaire. Les chars à 4 chevaux représentent le char du soleil, à 2 chevaux, ça représente le char de la lune. Et donc 12, c'est les 12 signes du zodiaque ou les 12 mois. Le cirque Maxime était consacré au soleil, donc il y a une symbolique de ce côté-là. Et donc, soit c'est 12 courses de chars pour des petites fêtes, les Fabarici, l'Orio. En général, c'est 24, les anniversaires des empereurs. Il y a les Jeux du soleil d'Aurélien en octobre, c'est 36. Apparemment, c'était tous les 4 ans, donc on peut se permettre d'en faire 36. Et il y a un cas où il y a 48 courses de chars, mais c'est le 8 novembre, c'est particulier, c'est parce qu'il y a 2 anniversaires. Il y a l'anniversaire de Nerva, l'empereur Nerva, et de la fondation de Constantinople. Donc comme on fait double dose de courses de chars, on fait 2 fois 24, ça fait 48. Il y a une autre fête où on trouve 30 courses de chars, c'est Iovis Sepulum, mais pareil, c'est une mention un peu suspecte parce que je crois qu'elle n'est pas dans tous les manuscrits. Donc ça, c'est déjà un peu bizarre. Peut-être est-ce qu'elle a été rajoutée après. Bon. Et puis il y a la question de si Invicti désigne un autre dieu, je pense que c'est pas très convaincant. Mais donc, voilà le problème historique, si on part juste de ce document-là. C'est que Noël et la fête du Natalis Invicti traversent la ligne d'arrivée de l'histoire en même temps. Ils sont attestés en même temps. Si on veut prouver que l'un est l'origine de l'autre, il faudra prouver qu'il est plus vieux. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui un petit peu. Le problème, c'est que pendant longtemps, on a traité ça comme une évidence. Notamment, là, on a une mention qui est assez bizarre, la mention de Julien. On n'a pas beaucoup d'autres documents plus vieux. Mais on a Mircea Eliade qui nous dit, notre vieil ami Eliade, on fixa l'anniversaire du Deus Sol Invictus le 25 décembre, jour de naissance de toutes les divinités solaires orientales. Donc là, c'est plus juste une entrée dans un calendrier, c'est toutes les divinités solaires orientales qui sont fêtées à cette date. Franz Cumont, un autre grand personnage de l'histoire des religions, nous dit que la date où dans tout l'Orient on commémorait la nativité du soleil est bien connue, c'est celle où les calendriers romains inscrivent aussi le Natalis Invicti le 25 décembre. Donc ça devient tout l'Orient, toutes les divinités orientales, elles fêtaient ça. En fait, si je regarde un petit peu quelques fêtes solaires qui dans des cultures qui sont en contact avec Rome à cette époque-là, en fait, ça ne se bouscule pas vraiment autour du solstice. Les anciennes fêtes de sol, on en avait parlé, c'était plutôt le 8, le 9 ou le 28 août. Il y a une fête le 11 décembre, les agonies du soleil, Agonia Indigiti, on ne connaît pas grand-chose dessus, il y a 2-3 mentions. Mais en dehors de ça, ce n'est pas le cas. Héliogabal, l'empereur qui avait régné 4 ans, qui était prêtre de la ville d'Emessa, donc Homs en Syrie, qui avait essayé d'importer le culte de son dieu solaire. Sa fête, elle était en été, on a des sources qui nous le disent. D'ailleurs, si on cherche une logique, on dit parfois, oui, c'est logique de fêter au solstice d'hiver, parce que c'est le jour où le soleil est le plus faible, mais en même temps, si vous voulez célébrer le pouvoir du soleil, on pourrait dire, en fait, c'est plus logique de célébrer en été, quand il est au maximum de sa force. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les fêtes sont en été, mais disons, si on cherche une logique, on peut voir que c'est souvent en été. Les Jeux du soleil d'Aurélien, 19 au 22 octobre. Si on fait un petit tour en Grèce, il y a les Targélies, les fêtes d'Apollon, c'est à peu près en mai. Les Alliéas à Rhodes, vous savez, il y a le colosse de Rhodes, c'est cette inspiration de la Statue de la Liberté, qui était ce grand colosse qui tenait une torche à l'entrée du port de Rhodes.
c'était une statue de Hélios, le dieu solaire. Il y avait un culte du soleil assez développé à Rhodes, et ils avaient les Aliéas, les fêtes de Hélios, tous les 4 ans des grands jeux, un peu comme les Jeux Olympiques, quoi. Et notamment, ils balançaient un char avec 4 chevaux du haut d'une falaise dans l'océan, qui symbolisait le char du soleil, apparemment, ils s'amusaient bien. C'était en été. Il y a la Skira à Athènes, où il y a le prêtre d'Hélios. C'est pas une fête que de Hélios, mais il y a le prêtre d'Hélios qui joue un rôle, c'est en été. En Perse, Mitra, on va souvent citer Mitra. Il faudra qu'on en reparle dans C'est pas sourcé. Mais souvent, on va dire qu'il a sa fête le 25 décembre, puisqu'il est appelé Sol Invictus aussi à Rome. On essaye de le connecter, mais c'est pas clair du tout en Perse. Il y a plusieurs théories que c'était plutôt vers l'équinoxe d'automne. Je ne sais pas si c'est entièrement convaincant. Il y a aussi le calendrier arménien, où il y a un mois, le mois de Mehegan, qui dérive apparemment du nom de la fête de Mitra, Mitrakana. Et il était plutôt en février. Après, si elle a bougé au fil du temps, c'est pas forcément un argument définitif. Enfin, Mésopotamie, je passe assez vite dessus, j'ai essayé de trouver des fêtes de Shamash. C'est plutôt au printemps, en automne, en été. J'ai pas triché, j'ai juste essayé de faire un tour d'horizon, et honnêtement, des fêtes en hiver ou autour du solstice d'hiver, ça ne se bouscule pas. Donc, les chrétiens pourraient dire, bon, du coup Noël est plus vieille, et puis on a préservé la date depuis toujours, donc c'est nous qui avons la fête en premier. Mais en fait, Noël n'était pas non plus une tradition immémoriale préservée dès le début du christianisme. Clément d'Alexandrie, qui meurt en 215, il fait dans ses stromates un petit panorama de la chronologie de la vie du Christ et de la chronologie en général, puis il dit, il y a plein de gens qui ont essayé de refaire la chronologie. Jésus, il commence son ministère à 30 ans, il meurt à 33 ans. Parce que forcément, les évangiles vous donnent des données qui ne sont pas tout à fait compatibles, donc se pose la question de comment on les réconcilie. Et il dit, certains ont même essayé de trouver la date de naissance de Jésus. Il donne des dates dans le calendrier alexandrin qui correspondent à peu près à des dates fin avril ou fin mai pour nous. On dit aussi qu'il a proposé la date du 18 novembre lui-même, mais il ne le dit pas explicitement. Il dit, depuis la naissance du Seigneur jusqu'à la mort de Commode, donc l'empereur Commode, 194 ans, 1 mois et 13 jours. Comme on connaît la date de la mort de Commode, on peut soustraire. Et Commode, il est mort le 31 décembre, c'est Commode. Et du coup, si on soustrait 1 mois et 13 jours, on tombe sur le 18, le 17 novembre par là. Mais les calculs de Clément ne sont pas cohérents. Si on regarde les autres chiffres qu'il donne, les autres chronologies qu'il donne, peut-être qu'il avait une autre date pour la mort de Commode ou un truc comme ça. C'est pas clair. Hippolyte de Rome, dans certains manuscrits, il y a le 25 décembre. Donc certains vont dire que Hippolyte de Rome donne déjà la date. C'est pas clair parce que évidemment, elle a pu être rajoutée après. C'est des manuscrits qui datent de siècles après, donc un scribe va le corriger en pensant bien faire. Mais on trouve parfois aussi le 8 avril. Mais donc, pas du tout d'unanimité et pas du tout de tradition immémoriale. Et quand Noël va arriver, il va y avoir un affrontement avec la fête de l'Épiphanie, etc. On en a parlé de long en large. Ceci dit, la vie du Christ est déjà liée au cycle du soleil. Notamment, il y a le De Pascha Computus. On nous dit le monde a été créé le 25 mars, parce que c'est l'équinoxe. Et puis comme Jésus est le soleil de justice, il a été créé le 4e jour, en même temps que le soleil, donc ça fait le 28 mars. L'auteur nous dit que ce calcul lui a été inspiré par Dieu, donc c'est pratique. Mais on voit que, comme le titre l'indique, De Pascha Computus, c'est un traité sur le calcul de la date de Pâques, et ça nous montre que les chrétiens étaient obligés de se soucier de ces questions d'équinoxe et de calendrier, parce que forcément ils essayaient de célébrer dans un autre calendrier quelque chose qui dépendait du calendrier juif, et donc se poser la question de l'équinoxe, la première lune après l'équinoxe, etc. Et on voit dans un traité des solsticiers que Jésus a été conçu en même temps que sa passion, et donc qu'il serait mort le 25 mars, et qu'il aurait été conçu le 25 mars, et donc il naît 9 mois après, le 25 décembre. Ce qui donne lieu à la théorie de l'âge intégral, que c'est ce genre de conception-là qui aurait donné naissance à la date du 25 décembre. Maintenant, évidemment, ça a pu aussi se faire dans l'autre sens. On a choisi la date du 25 décembre et Arculon. On a mis la date de sa conception le 25 mars lors de l'Annonciation. Tout ça, on en avait parlé un peu, mais ça montre qu'il y a déjà un lien entre la vie de Jésus et le cycle du soleil avant même que le culte de Sol Invictus ne soit promu par Aurélien, si on doit en croire cette version de l'histoire. La vraie question, du coup, c'est pourquoi païens et chrétiens s'arrachent le solstice d'hiver dans les années 350 alors qu'il n'était pas fêté avant. On n'a pas de trace ancienne que c'était important d'avoir cette date, et d'un seul coup, les deux l'ont. Et il y a des traces d'affrontement. Mais pourquoi ? Et ma théorie, c'est à cause de l'affrontement entre païens et chrétiens. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est un effet Neil deGrasse Tyson. Je ne sais pas si vous connaissez Neil deGrasse Tyson. C'est un astronome qui dit « Oh là là, les galaxies, c'est très grand.
les trous noirs, c'est impressionnant, oulala, l'espace-temps. Enfin voilà, un type qui fait de la pop science, de la vulgarisation scientifique destinée à un large public. Et il avait un tic sur Twitter pendant longtemps, je crois qu'il continue, où chaque fois que c'est le nouvel an, il dit à tous ceux qui utilisent le calendrier grégorien, bonne année, un jour qui n'est pas astronomiquement significatif, en aucune façon, du tout, quelle qu'elle soit. Autrement dit, bon, le nouvel an, est-ce qu'il y a une raison cosmique de faire le nouvel an le 1er janvier? Pas vraiment. Alors, il est un peu en mode, enfin, je sais pas ce que c'est l'alternative. Ah là là, les nuls, ils utilisent un calendrier. Moi, je n'utilise pas de calendrier. Je compte simplement le nombre de secondes qui se sont écoulées depuis le Big Bang. C'est beaucoup plus pratique. Par contre, là où son cœur de pierre se réchauffe, c'est lors du solstice, où il nous dit 21 décembre, là en 2016, joyeux solstice à tous les résidents de la planète Terre, une célébration cosmique qui transcende tout ce qui nous divise. Alors, on pourrait lui jouer le même numéro et dire, mais à l'échelle cosmique, le solstice de la Terre n'a pas la moindre importance, c'est un micro-événement. Mais on voit, ce qui me semble être quelque chose d'intéressant ici, que le solstice, c'est un jour qui se démarque objectivement, et donc c'est objectivement normal qu'on le célèbre, parce que c'est le jour le plus court, c'est un des points extrêmes du cycle de la Terre, de la longueur des jours et des nuits, et donc, ça devrait transcender tout ce qui nous divise. Alors qu'on pourrait faire le même argument et dire, mais pourquoi le solstice, et pas le périhélie, pourquoi pas l'équinoxe, pourquoi pas... Enfin voilà. Et donc, à mon avis, ce qui se passe, c'est qu'il y a ces affrontements entre païens et chrétiens. Ma fête, elle est attaquée, les gens, ils se moquent de ma fête, ils me disent, mais pourquoi tu as une fête à cette date-là? Il me faut une date qui se distingue objectivement. Et du coup, c'est là qu'avoir un solstice ou un équinoxe, le revendiquer comme une de ces fêtes, ça devient important. Il y a plein de contextes dans lesquels ça n'a pas d'importance, mais là, c'est une manière de dire, ah non, ma fête, elle a une raison d'être, parce que c'est un jour spécial. Typiquement, on avait parlé un peu des critiques qui frappaient le culte de Attis et Cybèle, où vous avez un peu de critiques, notamment de leur mutilation, de leur démonstration de tristesse pour Attis, qui ont été dénoncées par les chrétiens comme Tertullien, mais aussi par les païens comme Sénèque. Et il y a des explications allégoriques du genre, mais en fait Attis symbolise le grain qui pousse en terre, c'est un culte de la fertilité. Ça a été rejeté, notamment, on avait parlé par Firmicus Maternus, qui dit, bon, rationnellement, c'est de cultiver la terre qui aide la terre à pousser, c'est pas de se mutiler, de pleurer Attis, etc. Donc un argument finalement assez rationaliste. Et comment est-ce que les païens répondent? Eh bien, on a un exemple avec justement l'empereur Julien et Salluste, qui est un philosophe, qui était un fonctionnaire impérial, qui était probablement proche de ces cercles. Julien nous dit, quant aux fuites du roi Attis célébrées par des larmes, ses retraites, ses disparitions et ses descentes dans l'antre, le temps où elles ont lieu nous en montre le sens. Car on coupe, dit-on, l'arbre sacré, il y avait un arbre qui était coupé et amené dans le temple de Cybèle, au jour précis où le soleil atteint le sommet de l'abside équinoxiale. Donc vous dites cette fête elle n'a pas de sens, bah si, c'est à l'équinoxe. Par exemple, Sallust dit aussi les rites ont lieu au moment de l'équinoxe vernal, quand ce qui naît s'arrête en sa croissance et que le jour devient plus grand que la nuit, ce qui convient au progrès spirituel. Mais voilà, ceci explique cela. Je ne vous apprends pas que c'est à l'équinoxe, n'est-ce pas? C'est indéniable. C'est à l'équinoxe. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'équinoxe est propice au progrès spirituel. Eh bien, ceci explique cela, c'est QFD, évidemment. C'est comme si c'était... On ne peut pas justifier le mythe qui va derrière, on ne peut pas justifier les rituels qui vont avec, mais la date, on peut la justifier. Et c'est comme si elle justifiait tout. Et je pense que c'est là un élément essentiel de pourquoi est-ce que d'un seul coup, le solstice, le 25 décembre étant sa date traditionnelle, est revendiqué à la fois par une fête solaire et à la fois par les chrétiens. Pendant combien de temps, on ne sait pas. Ces deux fêtes n'ont pas dû exister très longtemps avant ça. Et c'est toujours possible, évidemment, que Noël ait été placé à cette date avant. Le problème, c'est donc il y a quand même un lien. Noël, le fait que Noël soit la date traditionnelle du solstice, c'est pas un hasard. Et il y a quand même un mouvement de balancier, comme souvent dans ce genre de débat. C'est que pendant longtemps, ça a dominé le champ, comme vous avez vu avec Eliade et Cumon, c'était que tout est païen. Toutes les fêtes sont païennes, toutes les fêtes chrétiennes sont païennes. Même si on n'a pas de trace de fête païenne derrière, on va en inventer une. Et pendant longtemps, ça a été très automatique. Et donc forcément, il y a un mouvement de rejet. Et ce mouvement de balancier, il penche dans l'autre sens. Et du coup, il y a plein de gens, nous y compris, qui mettent beaucoup en garde contre ce genre d'interprétation et qui vont dire au contraire, rien n'est païen, c'est jamais la bonne explication. Donc il y a Steven Hyman sur le culte de Sol, Spencer McDaniel, Tim O'Neill, des blogueurs un peu, Peter Gainsford, qui est plus un antiquisant.
Et puis même, rendez-vous compte des chaînes YouTube comme C'est pas sourcé ou bien Religion for Breakfast, donc je nous inclus là-dedans, qui ont fait montre de beaucoup de scepticisme quant à ces explications traditionnelles. Le problème de la question des origines païennes, c'est effectivement que ça nous amène à sauter aux conclusions, que c'est super généralisé, que quel que soit le sujet, il y a une explication toute faite qui ne vous explique pas grand-chose, c'est vrai, et que souvent ça nous fait perdre du temps ou ça nous induit en erreur, mais ce n'est pas des théories absurdes non plus. Et parfois, il y a des éléments assez forts pour dire que oui, effectivement, les chrétiens ont repris le vocabulaire symbolique, le calendrier, ou bien il y a d'autres choses qui ont poussé, comme on va le voir aujourd'hui. Mais disons, on est au point où on est en train de traiter ces théories comme si elles étaient absurdes en soi, alors que ça ne l'est pas. Donc, cette année, comme cadeau de Noël ou cadeau de solstice aux néo-païens et aux autres adeptes de ces théories, on a décidé de rouvrir le dossier et essayer de voir si peut-être cette fête du Natalis Invicti n'avait pas des racines un peu plus anciennes que ça. Il y aura quand même quelques mises en garde à faire sur la question des fêtes au solstice et des calendriers antiques. Vous allez voir, on va se prendre un peu la tête. Mais juste avant ça, je vais remettre une bûche dans le feu. Donc, le solstice est la raison résonante. Alors moi, j'aime bien appeler ça la raison résonante dans le sens où le solstice, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le jour le plus court ou le plus long de l'année à cause de l'inclinaison de la Terre, en fait. L'hémisphère nord ou l'hémisphère sud ne sont pas exposés à la même quantité de soleil au fil de l'année, ce qui crée le cycle des saisons. Du point de vue de l'observateur terrestre et de l'orbite du soleil autour, enfin c'est nous qui tournons autour du soleil, mais le parcours subjectif du soleil dans le ciel, pour nous, c'est les points extrêmes de sa course. Donc plus vous approchez du solstice d'hiver et plus il va se lever au sud, son arc va être plus court, et plus vous approchez du solstice d'été, plus il va être haut vers le nord. Et donc là, on voit des couchers de soleil tous les jours aux 12 mois de l'année. Comment ça impacte forcément la trajectoire du soleil, la durée, et évidemment, c'est ça qui est à l'origine du cycle des saisons. Bon. Donc on aurait tendance à rester sous l'emprise d'un raisonnement assez séduisant qui est de dire que le soleil, c'est le phénomène céleste le plus visible et le plus manifeste. C'est donc naturel d'avoir un culte solaire et d'adorer le soleil. Le dieu du soleil doit être parmi les plus importants. L'essentiel des sociétés humaines fixe leur calendrier sur le soleil en plus. Et le solstice, c'est un point objectivement important du cycle solaire. Donc, ergo, puisque le culte solaire est important, il doit y avoir une fête importante au solstice, puisque c'est un moment qui s'y prête objectivement. Et en général, pour le prouver, on va foutre une image de Stone Age par-dessus l'orbite de la Terre, un dieu solaire égyptien, un dieu solaire romain, puis on va dire, voilà, c'est évident, c'est comme ça. Bon. Et là, pour l'instant, ce qu'on va faire avant de plonger dans la question du Natalis Invicti, c'est de se dire, ok, mais est-ce qu'il n'y a pas des problèmes? Parce que, en général, la diversité des pratiques humaines, on ne peut pas la déduire à partir de principes premiers comme ça. Je vais prendre quelques cas de fête du solstice, parce que si vous allez sur Wikipédia, vous avez une infobox qui vous dit festival du solstice d'hiver et du milieu de l'hiver. Alors déjà, on pourrait dire que ce n'est pas tout à fait la même chose, mais vous avez un catalogue sur tous les continents et à différentes époques, et quand vous regardez ça, c'est assez intimidant. Vous dites, bon, ben, c'est universel, il y en a partout, quoi. Je vais prendre quelques cas pour vous montrer que ce n'est pas si simple que ça. Le cas de Yalda, des païens de Harran, la Modranirt côté anglo-saxon et Yule côté donc deux plutôt au Proche-Orient et deux plutôt germaniques. Yalda, c'est une fête perse, et si vous cherchez les infos dessus, on va vous dire, elle s'appelle aussi Tchela, et on va vous dire c'est une fête du solstice en Iran qui a lieu le 25 décembre. Bon. Mais Yalda, si vous parlez un peu les langues sémitiques, ça vous aura pas échappé que c'est une racine qui dérive clairement du terme syriaque. Enfin, c'est le terme syriaque pour la fête de Noël, en fait. Ça veut dire naissance universelle. Yalda qui dérive de la racine qu'on trouverait aussi en arabe, walada, ou en hébreu. Par exemple, dans ce dont on a parlé dans C'est pas sourcé, Toledot, les générations. Walada, Toledot, Yalda, c'est la même racine pour l'engendrement, l'enfant, l'enfantement. Et donc, c'est juste le nom syriaque de la fête de Noël, qui veut dire la naissance. Et donc, il y a une influence chrétienne qui est possible, même jusque dans le nom de la fête. Donc, c'est difficile de voir ça comme une fête indépendante de Noël. Mais parfois, elle est invoquée comme telle. Un cas plus compliqué, c'est celui des païens de Harran, qui est une ville qui aujourd'hui est dans le sud de la Turquie, vraiment juste au nord de la frontière avec la Syrie, qui était réputée pour être la ville où il y avait des païens invétérés,
au Moyen-Âge musulman, il y avait encore des pratiques païennes, un héritage païen. Ibn Wahshiya avait écrit son Agriculture nabatéenne, Filahan Nabatea, qui est basiquement un catalogue de savoirs qui prétend venir de cette communauté-là. Comme le savoir traditionnel des Sabéens, bon, ça dérive d'un terme qui vient du Coran, qui est appliqué à différentes communautés, mais voilà. Et il nous dit qu'ils ont 2 fêtes dans le temple du soleil, donc ils vénèrent le soleil, donc ça nous arrange. Le 25 de Kanoun 1, il y a 2 mois de Kanoun, il y a Kanoun 1 et Kanoun 2, c'est à peu près décembre et janvier. Le 25 de Kanoun 1, ce qui correspondrait au 25 décembre, la naissance du temps, est le nouvel an, le premier Nissan, qui est assez courant à Babylone, etc. C'est souvent le premier Nissan. Il y a d'autres auteurs qui confirment un peu ça, puis on se dit, tiens, c'est marrant, ils ont aussi une fête le 25 décembre du soleil. Mais il y a plein de problèmes. Noisville remarque déjà il nous rapporte effectivement un calendrier solaire, mais il dit, en fait, c'est le calendrier romain. Par exemple, il parle de la fête des Calendas. Calendas, c'est les calendes de janvier, le nouvel an. Les calendes, c'était le premier jour du mois dans le calendrier romain. Donc, c'est bien un calendrier solaire païen, mais c'est le calendrier romain. Donc, comme pour la fête de Yalda, on essaie de chercher une preuve exotique de ce qu'on cherche en allant vers l'Orient, mais on trouve en fait simplement un écho de la culture qu'on vient de quitter. Il y a peut-être une confusion dans la date. Leur calendrier a l'air plutôt lunaire, comme beaucoup de calendriers. Il y a An-Nadim qui parle d'une fête le 24 du 2e mois de Kanoun. Il y a Kanoun 1, Kanoun 2. Et là, ce serait plutôt le 24 janvier, ce serait la naissance de la Lune. Il y a quelqu'un qui dit aussi une fête le dernier jour de Kanoun 1, mais ça, du coup, c'est juste le Nouvel An. C'est notre Nouvel An encore aujourd'hui, ce serait le 31 décembre, quoi. Et chez certains auteurs, quand l'information à leur sujet est traitée de façon un peu systématique, ils ne connaissent pas cette fête. Harran, donc vous voyez là sur la carte, c'est censé être le refuge des derniers païens, mais lesquels? Parce qu'il y a notamment différents... on peut penser qu'en fait, c'est des néoplatoniciens qui se seraient réfugiés là-bas après leur interdiction en 529. C'est-à-dire que sous Justinien, il y a l'interdiction des écoles de philosophie païenne, et ils auraient pu se réfugier du côté de la Perse et créer une école. Et effectivement, quand on regarde la doctrine telle qu'on nous la présente, bah, ils ont l'air d'avoir des traces de platonisme, quoi. On nous parle d'inscriptions gravées chez eux. Par exemple, d'inscriptions gravées sur une porte ou de choses comme ça, qui ont l'air d'être directement tirées de Platon, par exemple. Michel Tardieu avait défendu ça, qu'en fait c'était plus une perpétuation de ce savoir gréco-romain plutôt qu'une autre culture païenne du soleil typique à cette région. Et plus récemment, Pierre Hadot et Ilse Trottado avaient encore défendu un peu ça dans les années 2000. C'est pas tout à fait clair, hein, mais... Et aussi, Ibn Wahshiya, donc son agriculture nabatéenne, c'est beaucoup des conseils sur quelles plantes cultiver, à quelle période de l'année il faut les manger, donc c'est beaucoup des conseils d'agriculture, et il pose plein de problèmes. Il nous donne une chronologie un peu fantaisiste, il dit que c'est un écrit qui daterait de 20 000 ans en arrière, mais il y a un autre moment où il nous dit par exemple qu'il ne faut pas prendre toutes les durées qu'il donne de façon littérale. Il parle de l'aubergine qui a disparu pendant 3000 ans. Puis il dit, vous êtes moqué de moi parce que j'ai dit que l'aubergine avait disparu pendant 3000 ans, mais en fait, c'est parce que vous êtes idiot et vous ne comprenez pas le sens symbolique de ce que je dis. 3000 ans, ça veut juste dire 3 mois, et ça veut juste dire qu'il y a 3 mois dans l'année où il ne faut pas manger d'aubergine. Puis après, il y a 3 mois on peut les manger, puis 3 mois on ne peut pas les manger, puis 3 mois on peut les manger. Donc, si 3000 ans ça veut dire 3 mois, peut-être que 20 000 ans ça ne veut pas dire 20 000 ans. Bref. Il attribue tous ces savoirs et ces anecdotes à différentes figures bibliques, Noé, Seth, Adam, mais aussi à des espèces de sages de cette communauté de Sabéens qui ont des noms peu reconnaissables. Kuthama, Yann Bouchad. Et en fait, ce qui est vraiment intriguant, c'est que ça ne correspond à aucune langue de la région. Perse, sumérien, babylonien, hébreu, arabe, ça ne correspond pas. Et là, il y a la possibilité très réelle que ces noms en fait soient cryptés, que ce soit un code, que les lettres aient été décalées dans un sens ou dans l'autre, qu'on ait remplacé certaines lettres par d'autres. Parfois, on arrive à reconnaître un nom. Par exemple, il nous parle d'un Ascoloubia, qui était un bon médecin. Puis on se dit, bon, c'est Asclépios. Ascoloubia, Asclépios, le dieu de la médecine. À un autre moment, il nous parle d'un Sarrith. Peut-être c'est Socrate. Le personnage là, il n'a pas grand-chose à voir avec Socrate. Mais l'essentiel du temps, on ne trouve pas de nom. Et en fait, les textes, les conseils d'agriculture, ça a l'air de venir de la tradition grecque du genre Géoponica, c'est-à-dire que c'est le genre de conseils qui se copie-colle très bien, vous savez. C'est des traités d'agriculture, là vous avez un schéma qui vous montre plein de différents traités qui sont liés entre eux. Et apparemment, il y a des passages de l'agriculture nabatéenne qui ont l'air de dériver très directement de textes grecs. Donc à nouveau, il a des sources païennes, mais plutôt gréco-romaines.
Bon là, vous me direz, il y a des noms cryptés de personnages à qui il attribue du savoir, et ce savoir, il est tiré de textes gréco-romains, donc peut-être que ces noms, c'est un code pour les sources auxquelles il les a tirés. Bah en fait non, ça correspond même pas. C'est-à-dire que ce qui est attribué à Yann Bouchard va venir de différentes sources, et vice-versa, une même source va être attribuée à plusieurs personnes. Donc c'est très intriguant. Depuis très longtemps, beaucoup de gens considèrent Ibn Warshia comme basiquement un faussaire qui se moque un peu de nous. Mais il y a quand même des éléments folkloriques très intrigants dedans, donc il ne faut pas le rejeter complètement non plus. Mais vous voyez le genre de problème que ça pose, surtout que là, on est au Xe siècle, on est plus d'un demi-millénaire après que la fête de Noël ait commencé à exister. Mais ce sera utilisé notamment par des savants musulmans pour attaquer les chrétiens. C'est-à-dire qu'il y a des savants musulmans qui vont dire « Ah ah, votre fête de Noël, elle est païenne, la preuve, on a la même fête chez les Sabéens. » Donc c'est intéressant de voir que ça se retrouve aussi là-bas. Un autre élément intéressant de Al-Biruni, qui parle du calendrier des Sabéens, c'est que il nous parle du 17 du premier Canoun, et il dit rien de spécial ce jour-là, faut pas manger de viande de vache, des oranges, du baume, boire de l'eau après s'être couché, ou bien enduire les chameaux avec de la noura, qui est une espèce de pâte d'arsenic et de chaux pour les épiler, pour les entretenir. Et il ne faut pas saigner quelqu'un, sauf si son sang est fiévreux. Évidemment, si son sang est fiévreux, vous n'avez quand même pas... bah oui, il faut ce qu'il faut. La raison de tout ceci, c'est le froid et l'humidité de la saison. Ce jour-là, on l'appelle la grande naissance, ce qui veut dire le solstice d'hiver. Donc c'est peut-être intéressant d'avoir le solstice d'hiver qui est associé au concept de naissance, parce que ce jour-là, la lumière quitte les régions où elle décroît et elle entre dans les régions où elle croît. Les humains grandissent et croissent, tandis que les démons diminuent et dépérissent. Et enfin, il nous donne une série de ce qu'on pourrait peut-être appeler des superstitions. Les faiseurs de charme disent que c'est un bon présage de se lever du lit du côté droit, de faire brûler de l'encens le matin avant de parler. On considère aussi comme bon de faire 12 pas consécutifs vers l'est au moment du lever du soleil. Donc ça, c'est le genre de coutume qu'on trouverait plutôt au Nouvel An. Se lever du bon pied à Nouvel An, faire brûler de l'encens. Vous savez, on dit parfois qu'il faut commencer le Nouvel An en mangeant quelque chose de sucré, comme ça l'année sera sucrée. On essaie d'augurer le caractère de l'année qui s'ouvre. Et puis les 12 pas vers l'est, bah, peut-être c'est les 12 mois de l'année au moment du lever du soleil. Donc, bon, c'est intéressant. Mais ce que dit Noiville, c'est on voit clairement par ce texte que les gens qui se préoccupent avant tout du solstice d'hiver, ce sont les magiciens. Noiville, il a tout un article que je vais peut-être lire. Je vais peut-être faire une vidéo sur cet article, peut-être juste simplement le lire parce qu'il est en fait assez complet, sur les origines du Natalis Invicti là-dessus, un article des années 30. Mais donc, il n'y a pas de grande fête du solstice où tout le monde sort dans les rues et où tout le monde fait la fête. C'est un jour où il faut faire attention à faire ceci ou cela, mais ça a l'air de préoccuper surtout bah là, les magiciens, peut-être les astrologues, les choses comme ça. Ce qui parfois semble être le cas. Autre cas, en terre germanique cette fois, Bède le Vénérable, qui est un érudit chrétien, un père de l'Église même, je crois, qui a tout un traité des Temporum Ratione, qui donc parle de la mesure du temps, et des calendriers, des mois, ce genre de choses. Et il est il est de cette culture germanique qui a pris le pas en Angleterre, mais à une époque chrétienne. Et il parle un peu du calendrier pré-chrétien des Anglais et des Saxons. Et il nous dit que pour eux aussi, le 25 décembre, c'est le Nouvel An. Il commence l'année le 8 avant les calendes de janvier, donc ça c'est le calendrier romain, vous savez, il est particulier, on compte toujours les jours à rebours. On est le 8, vous n'êtes pas le 25 décembre, vous êtes le 8e jour avant les calendes de janvier. Vous n'êtes pas le 9 juillet, vous êtes le 2e jour avant les nonnes de juillet. Non, pardon, pas le 9 juillet, mais là, quand nous célébrons la naissance de notre Seigneur, cette même nuit que nous considérons si sacrée, il l'appelle par le mot païen Modranert, c'est-à-dire nuit de la mer, donc Modranert, Mother et Night, la nuit de la mer, c'est assez transparent, à cause, nous imaginons, des cérémonies qu'il mettait en scène toute cette nuit. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut douter de ça ? Parce que là, on dit, bon, ils avaient une fête païenne le 25 décembre avec une nuit de la mer, mais peut-être que c'est tout simplement, en fait, une version folklorique de Noël. Peut-être que chez les Angles ou les Saxons, la célébration de Noël, plutôt qu'une fête de la nativité, c'est devenu une fête de la maternité qui s'est recentrée sur Marie. Et qu'on l'appellerait la nuit de la mer, mais en fait, ce ne serait pas vraiment un truc païen pré-chrétien. C'est possible aussi, hein, mais peut-être que c'est tout simplement une fête un peu folklorique qui, avec l'écho déformé, lui paraît comme une fête païenne. Un exemple parallèle, ce serait peut-être les Coptes. Le mois de Koyak dans le calendrier copte, ça devient le mois de Marie. Alors c'est notamment le mois de la nativité. Et en plus, il y a
l'entrée au temple de Marie, sa naissance, je ne sais plus si elle est célébrée en même temps, mais disons, notamment à cause de la nativité de Jésus, le mois entier est devenu un mois de Marie. Alors on pourrait imaginer la même chose dans ce cadre-là. Je passe assez vite sur Yule. Yule dans ces langues... en fait, en norrois, Yule, c'est en fait un nom équivalent de Noël dans les langues germaniques, et qui semble avoir été une fête pré-chrétienne. C'est pas tout à fait clair. Dans le calendrier gothique au IVe siècle, on parle de Fruma Juleis, qui vouloir dire premier Yule, parce que chez Bede, justement, il nous parle du mois de Julie, et il dit qu'il y a 2 mois. Il y a un mois de Julie 1 et un mois de Julie 2. Et vous avez vu, c'est ce qu'on voyait aussi avec le calendrier qui était utilisé à Harran, où il y a un mois de Kanun 1 et un mois de Kanun 2. Pourquoi ? Une des raisons, c'est peut-être justement que c'est une période... peut-être que ça veut dire un mois avant le solstice, un mois après le solstice, ou bien tout simplement, comme c'est une période d'hiver où on ralentit, on a 2 mois qui sont considérés un peu comme un bloc. En vieil anglais, Yehol, c'est le nom qu'on donne aux 12 jours de Noël, entre Noël et l'Épiphanie. Il y a un mois de Ilir qui tomberait entre le 13 novembre et le 14 décembre. Donc ça fluctue un peu, mais ça reste très hivernal. Et puis il y a une fête de Yule, Yule, qui était après Noël, ou peut-être avant Noël, je ne suis pas sûr, mais qui a été alignée sur Noël à l'époque de Haakon le Bon, donc qui vit au Xe siècle, et Snorri Sturluson qui en parle, écrit autour de 1225. Donc la date de Noël était déjà fixée au 25 décembre, mais il semble que les Norrois avaient aussi une fête de milieu de l'hiver. Maintenant, est-ce que c'était vraiment une fête du solstice ? Est-ce qu'elle était vraiment à date fixe ? Elle a l'air d'avoir beaucoup bougé à travers le temps. C'est pas tout à fait clair. On devrait faire une vidéo spécifiquement là-dessus pour en parler en détail. Un dernier mot sur les Celtes. Pas l'air d'avoir... On manque d'informations, donc c'est difficile de trancher, mais ça n'a pas l'air d'être une préoccupation majeure, les solstices ou les équinoxes pour les Celtes. On a déjà parlé dans notre épisode sur Samhain et Halloween du fait qu'ils avaient les Irlandais, ils avaient des quarts jours qui étaient basiquement à mi-chemin des équinoxes et des solstices, donc ça montre un rythme solaire aussi, mais ça montre aussi que c'est pas le solstice qu'on va fêter. Et là, vous avez le calendrier de Coligny, des fragments d'un calendrier gallo-romain, qui semble être un calendrier lunaire, comme c'est souvent le cas, et ça n'a simplement pas l'air d'être... on n'a pas l'air de vouloir fêter le solstice plus que ça. Donc, une chose qu'il faut garder en tête, c'est que un truc plus important que le solstice lui-même pour les fêtes hivernales, à mon avis, et ça se vérifie dans celle qu'on vient de discuter, c'est l'année agricole. C'est que tout simplement, fin décembre, début janvier, il y a peu de choses à faire. C'est un temps mort pour l'agriculture. Au niveau des de planter, de semer, de labourer, de moissonner, par rapport à toutes ces périodes extrêmement intenses de l'année agricole, qui a souvent des grandes périodes, donc la moisson, ça va être la période la plus intense, ça, c'est une période, en fait, où il n'y a pas grand-chose à faire. Et les traités d'agriculture romains, comme ici Varron ou Columel, nous disent explicitement ça. Dans leur De Re Rustica, qui sont une compilation, justement, de conseils d'agriculture, toujours, Varron, il dit, on peut creuser de nouveaux fossés, nettoyer les anciens fossés, tailler la vigne et les arbres sur lesquels on a mis de la vigne, mais il faut suspendre tout travail durant les 15 jours qui précèdent et les 15 jours qui suivent le solstice d'hiver. Certains arbres, comme les ormes, peuvent encore être plantés dans cet intervalle. Donc, à part ces autres travaux qu'il mentionne, on dirait qu'il nous dit carrément qu'il y a 1 mois de vacances, quoi. Alors, il ne faut pas exagérer, parce que creuser des fossés, ça peut être quand même très intense, mais basiquement, il dit aussi qu'il faut rapatrier les travaux à l'intérieur, vous restez à l'intérieur, faire des veillées de travail, faire des paniers, du tissu, des choses comme ça. Columel dit pareil, pendant ces journées, les agriculteurs s'abstiennent des travaux de la terre, ils diffèrent le labourage jusqu'aux ides prochaines, donc au moins jusqu'au 15 janvier. Et donc, c'est certainement une période propice à ce que Ronald Dutton appelle des fêtes de célébration et de réassurance. Ça veut dire des fêtes, on va se serrer les coudes, on a fait des réserves pour l'hiver, on va bien manger, bien boire, se réchauffer un peu ensemble, parce que simplement, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est pas favorable aux travaux agricoles, et l'essentiel de l'économie est agricole, mais pareil pour les campagnes de guerre, pareil pour la navigation. Donc, il y a vraiment, simplement, on va dire, c'est vraiment propice à une période de congé, quoi. Et c'est là qu'on voit effectivement des fêtes comme les Saturnales, comme les calendes de janvier, donc le Nouvel An le 1er janvier. Dans le monde germanique, on a Yule, à plus forte raison parce qu'on est encore plus au nord, donc le climat est encore plus rigoureux. Et puis à l'ère chrétienne, vous avez Noël, l'Épiphanie, les 12 jours de Noël entre les deux. Donc il y a une continuité évidente entre toutes ces fêtes, mais elle est simplement dans le fait que l'année agricole et le climat n'a pas changé.
Donc évidemment que ces rythmes continuent à dicter le rythme, mais c'est pas simplement que on va faire comme les païens pour leur piquer leur fête, ce qui est souvent le récit qui est donné, c'est simplement qu'on vit toujours au même rythme en fait. Et c'est plus important ce fait-là que le jour où le soleil est le jour le plus court de l'année, quoi. Évidemment, c'est le cycle du soleil qui dicte le cycle des saisons. Mais je pense que ce facteur-là est quand même un facteur matériel beaucoup plus important par rapport à la subsistance de ces sociétés que le fait d'observer à quel moment l'extrémité du cycle du soleil en hiver. Mais il y a quand même peut-être des fêtes du solstice. Excusez-moi. Donc, on va quand même regarder, parce que ça existe des fêtes du solstice qui ont l'air d'être vraiment liées à cet événement astronomique. Mais je pense qu'il faut faire attention à trois choses. D'abord, que les cultes solaires ne sont pas automatiquement plus importants, que le solstice n'est pas le point de repère le plus évident ni le plus célébré, et enfin que les calendriers antiques ne sont pas toujours bien alignés sur l'année solaire, ce qui est un problème si vous voulez fêter le cycle du soleil. D'abord, il ne faut pas exagérer l'importance du culte solaire. Même Eliade dit justement qu'il y a quelques endroits en Égypte, au Pérou, au Mexique, où le culte du soleil a joui d'une véritable prépondérance. Mais ailleurs, en fait, très souvent, il y a un dieu du soleil, et c'est un dieu très mineur. À Rome, ça semble être le cas de Sol. Et très souvent, même les dieux solaires sont plus importants que les dieux du soleil. Par exemple, dans le contexte grec, vous avez Apollon, qui est aussi un dieu des arts, de la médecine, et qui du coup est aussi un dieu du soleil, mais il est plus important que Hélios, qui est le dieu du soleil. Mithra, dans le contexte perse, est aussi un dieu des serments, de la justice, des traités. Et c'est clairement un dieu solaire, mais du coup il est plus important que Pharekshaita, qui lui est le dieu du soleil. En fait, le soleil en tant que tel tout seul, parfois il va même se faire dépasser par des dieux qui ont une dimension solaire, mais qui ont d'autres dimensions. Il y a le cas de l'Égypte, qui est un peu un cas à part, où le culte solaire a mangé tous les autres cultes. C'est-à-dire que tous les dieux sont devenus des dieux solaires, tous les dieux ont une couronne solaire, ils sont assimilés avec le soleil plus ou moins. Enfin, il y a là une prépondérance, mais on pourrait dire du coup que si tous les dieux sont solaires, finalement aucun dieu est vraiment... Enfin, ça se dilue aussi. Et à Rome, il y a la question qu'on va devoir réaborder en conclusion. Est-ce que le fait de se concentrer sur le culte du solaire comme Julien, il écrit un discours sur le roi soleil notamment, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas une construction intellectuelle? Est-ce que c'est pas des néoplatoniciens, l'élite, des philosophes qui se sont construits ça? Est-ce que ça a vraiment eu une dimension populaire? Ça, on peut se poser la question. Deuxièmement, le solstice n'est pas un repère si évident que ça. On retrouve notre ami Neil deGrasse Tyson, je suis désolé, je ne le laisse pas tranquille ce soir, mais il nous dit « Le solstice d'hiver, apparent aux anciens observateurs, doit de nos jours être annoncé. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, à 6h12 du matin, sur l'heure de la côte Est, ou bien à 12h12 à l'heure du méridien de Greenwich. » En fait, ça ne vous surprendra peut-être pas de l'apprendre, mais il fallait aussi l'annoncer dans l'Antiquité. Ce n'est pas une observation si évidente que ça. C'est une période où il fait moche souvent, donc ce n'est pas si évident d'estimer la durée des journées au pif. Ce n'est pas quelque chose de très important non plus, en fait, de savoir si la journée fait 8h ou 8h30 ou 9h. Voilà, elle se finira au même temps. Il y a eu des tentatives, évidemment, par exemple, les Mésopotamiens qui étaient complètement fous et qui calculaient tout, des astronomes, etc., ils avaient besoin de calculer ça. Et notamment, ils ont apparemment fixé par convention, quand on regarde des listes, là vous avez un fragment de tablette mésopotamienne, vous avez des durées du jour et de la nuit, et ils ont fixé que le jour, au point extrême, le solstice d'hiver, le jour égale 2 et la nuit égale 4, en termes de leurs unités. Autrement dit, la nuit est 2 fois plus longue que le jour. En réalité, ça ferait 8 heures de jour contre 16 heures de nuit, mais en fait, en Mésopotamie, c'est plutôt 14h30. Donc ce qui semble s'être passé, comme souvent en Mésopotamie, c'est ils se sont dit, c'est un peu plus... On arrondit, quoi. La nuit, elle est à peu près 2 fois plus longue que le jour, voilà. Il y avait des instruments de mesure, des clepsydres, des choses comme ça, mais il y a aussi le fait que des fois, on décide que, bon, c'est plus pratique comme ça d'arrondir. En Mésopotamie, c'est assez frustrant parce qu'ils aiment beaucoup se faciliter la vie, parfois. Mais du coup, c'est pas forcément le plus facile à repérer. Et ça nécessite d'avoir une classe de spécialistes, d'avoir des gens qui passent leur temps à regarder le ciel, qui ont des tables de données qui leur expliquent où sont les étoiles, à quelle période de l'année. Et la plupart des... Par exemple, là, vous avez un cas, c'est l'astronome égyptien Arkébi, au IIe siècle avant notre ère.
Et c'est très intéressant parce qu'on a sa statue, et sur sa statue, en fait, il y a basiquement son CV. Il nous dit tout ce qu'il fait, tout ce qu'il sait faire, tout ce que son job implique. Connaître le lever et le coucher des astres qui aident à prédire l'avenir, particulièrement le lever de Sirius, qui est très important en Égypte, le lever de Sotis. L'évolution de la hauteur du Soleil. Alors ça, on pense que c'est justement la latitude, enfin l'orbite du Soleil au fil de l'année vers le sud ou vers le nord. Et la longueur des journées et des nuits. Donc là, c'est 100% spécialiste du solstice. Là, lui, il connaît. Et il nous dit aussi qu'il connaît des sortilèges contre les serpents et les morsures de serpents et les trucs comme ça. Et ça, je trouve, c'est très important parce qu'on le dit jamais assez, mais c'est bien d'avoir plusieurs cordes à son arc sur le plan professionnel. Parce que le solstice, l'histoire du solstice, c'est très sympa, mais les serpents, c'est un fonds de commerce qui, par contre, là, ne se dénature jamais. Donc oui, les serpents, c'est un peu, par rapport à tous les autres devoirs, ça tranche un petit peu. Mais donc ce genre de spécialistes, on les trouve au Proche-Orient, autour de la Méditerranée antique, oui. Mais si on regarde les Celtes ou les Germains de l'âge de fer, c'est pas du tout clair qu'il y avait ce genre de personnage ou le niveau de centralisation politique qu'il faut pour avoir un type qui vous dit ok, c'est l'heure du solstice, on va fêter le solstice. Il faut se poser cette question-là. Est-ce que la société, elle a la structure intellectuelle nécessaire pour... Est-ce que ça l'intéresse en fait? Est-ce que ça l'intéresse de déterminer ça et que tout le monde fasse cette fête au solstice? Il y a des cas où ça existe. Un cas parfaitement clair, c'est la fête de l'Inti Raymi des Incas, qui est donc le solstice, qui est donc le jour le plus court, mais qui a lieu du coup en juin parce qu'on est dans l'hémisphère sud. Donc c'est le jour le plus court. Et Inca Garcilaso de la Vega, qui était le fils d'un conquistador et d'une noble Inca, qui est né en Amérique du Sud, puis qui a ensuite été vivre en Espagne, il a écrit des Comentarios Reales de los Incas, où il parle des commentaires royaux sur les Incas du Pérou, où il parle de cette société et de tout ce qu'il a pu sauver un peu, enfin de savoir sur la société des Incas ou ce qu'il en reste. Et il nous parle de cette fête de l'Inti Raymi, et il dit en fait qu'il y avait un type qui s'asseyait entre 4 piliers, et ces piliers, il marquait où est-ce que le soleil se levait au solstice ou à d'autres points de l'année, et du coup il pouvait littéralement annoncer bon ok, bientôt les gars, va y avoir le solstice. Donc contrairement à ce que dit Neil deGrasse Tyson, si on en croit Garcilaso de la Vega, ce qui n'est pas tout à fait évident, il devait être annoncé aussi, en tout cas dans ce cas-là. D'ailleurs lui il s'en sert comme preuve que leur calendrier était mal aligné sur le cycle solaire, précisément parce qu'ils avaient besoin qu'on leur annonce, alors que si le calendrier était régulier, il n'y aurait même pas besoin de regarder, on saurait quel jour c'est. Du coup, c'est un peu l'ironie qu'on a, c'est qu'on va souvent invoquer Stone Age comme signe que, bon, ben, vous voyez, il célébrait les solstices parce qu'il y a des piliers qui sont alignés avec le solstice d'hiver, etc. Mais Stone Age, en fait, c'est pas vraiment facile à construire, en fait, de bouger des blocs de 25 tonnes. Ça demande quand même un certain niveau de coordination et d'investissement. Après, ceci dit, c'est pas si difficile que ça, vous n'avez pas besoin de construire Stone Age pour observer les solstices. En fait, vous pourriez faire Stone Age avec des troncs, vous plantez des troncs dans le sol et ça ferait le même job, hein, ce serait plus facile. Après, il ne survit pas des millénaires comme ça, mais vous pourriez le faire. Et en fait, vous n'avez pas besoin de mettre des troncs, vous pouvez mettre un tronc ou même un bâton dans le sol, ce qu'on appelle un gnomon, et vous observez tous les jours l'ombre qu'il fait, et le cycle du soleil. Et vous tracez, puis vous allez voir que forcément, plus il est haut, plus son ombre elle va être basse, plus elle est bas, plus elle va être... Et grâce à ça, vous allez vite voir, si vous faites ça tous les jours pendant un bon moment, au bout d'un moment, vous aurez vu les différentes extrémités du cycle du soleil, et vous saurez quand sont les solstices. Notamment, là, vous avez un calendrier solaire équatorial, je crois, où l'axe, en fait, le petit nodule, le style qui sert à mettre l'ombre, en fait, s'il est parallèle à l'axe de la Terre, du coup, la petite boule, elle va faire une ombre qui va se déplacer sur ces courbes-là, en fait. Et vous voyez que les hyperboles qui sont en haut et en bas, c'est les extrémités. Donc là, ce sera l'extrémité au solstice d'été et ça au solstice d'hiver. Et puis à l'équinoxe, en fait, l'ombre, elle passera sur cette ligne droite, parce que théoriquement, vous êtes en face du soleil, quoi, s'il a le bon angle. Et du coup, rien qu'un cadran solaire vous permet de le voir, s'il est bien réglé. Typiquement, il y avait l'Horologium Augusti, c'est Auguste à Rome, successeur de César, qui avait pris un obélisque égyptien, il aimait bien faire ça, il l'avait planté à côté, c'est quoi ça? C'est à côté du Cirque Maxime, je crois. Et il y avait devant, justement, ce genre de schéma, avec ces deux hyperboles, et avec la ligne droite à l'équinoxe. Et puis là, il nous reste un bout du cadran, apparemment. Pline remarque qu'il est déjà déréglé à son époque. Peut-être que le sol avait bougé, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, à la fois, c'est pas si facile, et à la fois, ça demande un certain niveau de suivi. Surtout que, si vous voulez vous repérer dans le temps, en fait, il y a des signes beaucoup plus évidents qui ne vous demandent pas un tel investissement, c'est les étoiles. Hésiode, dans Les Travaux et les Jours, qui est un poème qui doit dater du 8e siècle avant notre ère,
Il dit au lever des Pléiades, filles d'Atlas, commencez la moisson et les semailles à leur coucher. Donc quand le matin vous voyez pour la première fois de l'année les Pléiades, parce qu'en fait à cause de la rotation de la Terre on ne voit pas les mêmes constellations toujours au fil d'année, quand au lever du soleil vous commencez à voir les Pléiades, c'est le signe qu'il faut commencer la moisson. Et quand vous voyez leur coucher au lever du soleil, c'est le signe qu'il faut commencer les semailles. Alors on nous dit que ce n'est pas tout à fait le cas, que certains, il y en a qui moissonnent un peu plus tôt plutôt que novembre, parce que le lever des Pléiades c'est en novembre, il y en a qui moissonnent un peu plus tôt, mais oui, ça nous donne à peu près ça. Et en fait c'est beaucoup plus simple comme calendrier, parce que vous avez simplement, vous n'avez pas besoin de faire du suivi jour par jour, et pour avoir des périodes approximatives de l'année, en fait c'est assez précis, quoi. Pline nous dit même que, une remarque que je trouve assez intéressante, il dit les marchands d'habits eux-mêmes observent cette constellation qui se remarque facilement dans le ciel. Parce qu'il dit les Pléiades, en fait, c'est facile, vous la voyez, c'est assez visible. Il y a beaucoup de mythes dessus, en Australie, etc. Il y a beaucoup c'est un amas qui attire assez l'attention. Pourquoi ? Parce qu'ils augurent de l'hiver, eux que met à l'affût l'avarice naturelle des marchands, parce que le coucher nuageux des Pléiades annonce un hiver pluvieux, aussitôt ils élèvent le prix des manteaux. Donc si ça se passe quand c'est nuageux, ces espèces de proverbes, vous savez, si c'est nuageux au lever des Pléiades, ça veut dire qu'il va faire froid, les gens vont acheter des manteaux et donc je peux monter les prix. Mais ça montre aussi que, de façon assez méprisante dans la bouche de Pline, c'est tellement facile à observer que même les marchands de manteaux, ils arrivent à l'observer, quoi. Même chose en Mésopotamie, avec nos fameux astrologues mésopotamiens. Là, on a des rapports astrologiques qui étaient envoyés au roi assyrien. J'aime beaucoup parce que des fois il dit « il y a Mars en conjonction avec Jupiter vers le Lion ». Ça ne signifie rien. Alors ils ont aussi des rapports où ils disent « non, rien à signaler ». Et là on a un rapport qui est assez intéressant pour ce qui nous concerne. C'est qu'il dit qu'il rajoute un mois intercalaire. Toutes les étoiles du ciel sont en retard. Le mois de Hadar ne doit pas se passer défavorablement ainsi, qu'il rajoute un mois. Autrement dit, le calendrier s'était tellement décalé qu'ils voyaient des étoiles qu'ils auraient dû voir le mois passé, et que les étoiles qu'ils sont censés voir en Hadar, ils ne les avaient pas vues du tout, et ils enjoignaient le roi de régler le calendrier. Ce qui peut être pour des raisons, on va dire, religieuses, ou simplement on est déréglé par rapport à la sphère céleste, ça nous porte malheur. Mais si le calendrier est utilisé, par exemple, pour organiser des travaux agricoles, ça peut aussi créer des catastrophes. Ce qui nous amène au troisième point que je voulais dire, c'est que justement les calendriers antiques ne sont pas forcément alignés sur l'année solaire et ils ne sont pas forcément très réguliers. Et ça peut poser problème quand vous voulez fêter des fêtes à date fixe. Julien, toujours lui, nous dit que tandis que tous les autres peuples à peu près comptent les mois d'après la lune, nous seuls avec les Égyptiens mesurons les jours de chaque année sur les mouvements du soleil. Autrement dit, à part les Romains et les Égyptiens seraient les seuls à avoir un calendrier solaire et tous les autres auraient un calendrier lunaire. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus, on va voir pourquoi. En fait, l'immense majorité des calendriers dans l'Antiquité et en fait à la surface de la planète sont des calendriers lunisolaires. Ils se basent effectivement sur le cycle surtout de la Lune et un peu du Soleil, qui sont les deux phénomènes célestes les plus visibles en fait. C'est assez évident. Les phases de la Lune se répètent tous les 29,53 jours. Donc 29 jours et demi, plus tard, vous allez d'une pleine lune à une autre pleine lune. C'est assez facile à voir. Le cycle du Soleil est un peu plus difficile à repérer, mais c'est 365 jours, 24, 27. C'est un peu moins d'un quart. Mais c'est pour ça qu'on a des années bissextiles où on rajoute un jour tous les 4 ans. Excusez-moi. Le problème, c'est que du coup, la plupart des calendriers, ils se sont dit, bon, on va prendre une année à peu près solaire et on va essayer de rajouter des mois à peu près lunaires dedans pour voir combien on peut en mettre. On prend 12 mois lunaires, ça fait 354 jours. Et donc, il manque 11 jours pour faire une année solaire. Comment on règle ça ? Parce que sinon, on va se décaler. Alors, une des options, c'est, bon, on rajoute des mois. On rajoute des mois en plus de l'année, des mois intercalaires, comme celui qui était demandé par nos astrologues assyriens. Il y a un cycle qui est attribué à Solon, c'est qu'il y avait un cycle de 8 ans avec 3 mois intercalaires, mais du coup la Lune se décalait un peu. Il y a le cycle métonique qui est très connu, où Méton, au 5e siècle avant notre ère, il propose un système de 19 années de 12 mois lunaires avec 7 mois intercalaires,
On retrouve un peu la même chose en Mésopotamie, donc c'est peut-être là qu'il l'a piqué, c'est pas tout à fait clair. Et là, vous avez le cycle métonique sur le mécanisme denticitaire, dont on va reparler un petit peu juste après. Ce cycle a été perfectionné par Calippe, qui propose un cycle de 76 ans, où on enlève des jours, et Hipparque, qui propose un cycle de 302 ans pour régler l'année. Et là, on arrive à des durées de l'année qui sont très très proches des durées que nous, on arrive à calculer. Donc un système de quand est-ce qu'on ajoute un mois, quand est-ce qu'on enlève un jour, etc. Et le truc, c'est qu'une fois qu'on savait ça, que c'était un savoir acquis, toutes les autorités politiques autour de la Méditerranée et du Proche-Orient ancien ont pu complètement ignorer ça et faire n'importe quoi. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Il y a beaucoup de débats sur la question de est-ce que le calendrier d'Athènes il était intercalé régulièrement, est-ce qu'il était vraiment régulier. C'est pas tout à fait clair. Mais on a souvent des traces assez fragmentaires, donc on ne peut pas toujours juger de la régularité ou pas de ces calendriers. Le système, en vrai, qui a souvent eu l'air de prévaloir, c'est qu'il y a une autorité, on a une année trop courte, et il y a une autorité politique ou religieuse qui va rajouter un mois quand on est trop décalé. Donc à Rome, c'était les pontifes qui étaient chargés de ça. Ils devaient rajouter un mois de Mercedonius, qui était inséré dans février, mais de taille variable. C'est-à-dire qu'ils devaient décider combien de jours on rajoutait. Système un peu similaire en Mésopotamie. Le problème, c'est que dès qu'il y a une crise politique, c'est-à-dire tout le temps, le calendrier peut partir complètement en quenouille. Notamment parce que dans l'Antiquité, on n'avait pas vraiment de honte à manipuler les calendriers, du moins comme on nous le raconte. Par exemple, Plutarque rapporte que Agésilas à Sparte aurait rajouté un 13e mois avant l'heure pour collecter des impôts. Parce qu'évidemment, s'il y a un mois de plus, l'année est plus longue, vous allez payer plus. Donc ça l'arrangeait. On peut imaginer la même chose à Rome. Il y a mon copain qui va être... les pontifes, c'était aussi des politiciens. Hein. Le dernier grand pontife à Rome, c'était César, qui s'est servi de ça pour ses jeux politiques aussi. Et on peut imaginer, mon copain, il est consul, je vais rajouter un mois, comme ça il est consul un mois de plus. Ou alors, si mon ennemi est au pouvoir, je ne vais pas rajouter un mois. On n'a pas exactement... Souvent, on dit que c'est à cause des manipulations politiques des pontifes. Il n'y a pas tant de preuves que ça, mais tout le monde s'accorde à dire qu'ils ont mal géré l'année. On a d'autres cas. À Athènes, en moins 270, ils rajoutent des jours. Apparemment, il y avait un festival religieux le 10 d'Elaphébolion. Il n'était pas prêt. Et donc, ils ont rajouté des 9 de Elaphébolion. 9-1, 9-2, 9-3. Ils ont rajouté des jours jusqu'à pouvoir faire la fête dans les bonnes conditions. Et il y a l'armée d'Argos qui était en campagne vers Épidore pendant la guerre du Péloponnèse. Et Épidore se disait « Ah, ils vont bientôt devoir lâcher l'affaire parce que c'est bientôt le mois de Carnéos. » Et Carnéos, c'est un mois sacré, on ne peut pas faire la guerre. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté des jours dans leur calendrier jusqu'à ce que la campagne soit finie pour ne pas avoir à interrompre la guerre. Donc on a un peu une tendance à façonner son calendrier comme on veut. C'est des cas exceptionnels, mais on voit des choses un peu systématiquement. Sur l'île de Samos, au IIIe siècle avant notre ère, on a une inscription qui montre qu'il y a eu 4 mois intercalaires. Rajouter 4 mois. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y avait 4 mois de décalage. Peut-être qu'ils ont supprimé des mois, puis ils en ont rajouté d'autres. C'était une réforme du calendrier. Mais normalement, si votre calendrier il est régulier, il n'y a pas besoin de rajouter plus qu'un mois. Dans les nuées d'Aristophane, même la lune débarque dans la pièce et puis elle se plaint que le calendrier soit décalé de son cycle. Alors que là, la lune, vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne pouvez pas rater la pleine lune, là, c'est pas compliqué. Puis d'ailleurs, dans les inscriptions grecques, on voit souvent des dates qui sont nommées kata archon et kata théon. Donc d'après archon, c'est le pouvoir ou d'après l'autorité civile, et kata théon, c'est d'après le dieu ou d'après la divinité. Et donc on peut imaginer, c'est une lecture, que kata archon, c'est la date, c'est le jour du mois dans le calendrier, et que kata théon, c'est la vraie phase de la lune. Parce que justement, les mois faisaient 29 ou 30 jours, donc théoriquement, ils étaient alignés sur les phases de la lune. Et apparemment, ils ne l'étaient plus. Ce qui est d'ailleurs pour ça que tout le monde veut avoir un calendrier lunisolaire et garder le côté lunisolaire, parce que comme ça, vous avez un mois qui est aligné sur les phases de la Lune, c'est quand même assez pratique. Pour vous donner, les Romains, ils vont choisir une autre solution qui est d'allonger les jours des mois, c'est le calendrier qu'on a encore, mais à quel prix? C'est-à-dire que vous êtes complètement décalé du cycle de la Lune désormais, d'avoir des mois de 30 ou 31 jours systématiquement. Et pour vous donner une idée du décalage du calendrier à la fin de la République romaine, quand César impose sa réforme du calendrier, qui donne le calendrier julien, Tite-Live, il mentionne des éclipses solaires et des éclipses de lune, et donc ça, on peut les dater, parce qu'on peut calculer quand elles ont eu lieu.
Il nous donne une éclipse de solaire en -190 qui date au 11 juillet. Dans le calendrier julien qui succède après, ce serait le 14 mars. Et une éclipse de lune en -168, il dit la nuit du 3 au 4 septembre, en fait c'était le 21 au 22 juin. Quand César réforme le calendrier, il lui rajoute 8 ans de jours, ce qui fait qu'il y a une année de 445 jours. Et donc, il nous a légué le calendrier qu'on a encore aujourd'hui. Mais il faut imaginer qu'il y a plein de fêtes qui étaient fêtées à leur date habituelle avant et qui continuent à être fêtées après. Malgré le fait qu'il y a un décalage de presque 3 mois. À ce compte-là, les équinoxes sont sur les solstices et les solstices sur les équinoxes. Donc, l'inertie des calendriers fait que quand une fête elle est fixée au 28 mars, on la fête le 28 mars. Et il faut imaginer que ça accompagne tous ces décalages-là. Surtout que même si les différentes cités grecques peuvent avoir des calendriers qui se rejoignent beaucoup, forcément, si moi je rajoute un mois cette année et que vous rajoutez un mois dans 2 ans, et qu'à côté ils ont un calendrier encore différent, et qu'ils ont rajouté 3 mois, donc ils sont décalés par rapport à nous, forcément les différents calendriers vont se décaler les uns par rapport aux autres. À part si vous passez des accords, par exemple en Crète, on a un traité où les deux villes de Knossos et Tilissos ont passé un traité pour que leurs mois commencent en même temps. C'était probablement plus pratique. Mais en dehors de ça, le moment où il y a de l'uniformisation, c'est quand ? C'est lorsque des empires étendent leur influence et imposent leur autorité. Donc ça va être, que ce soit la Perse achéménide, les conquêtes d'Alexandre le Grand avec le calendrier macédonien, ou bien l'Empire romain. C'est à ces moments-là qu'on a de l'uniformisation et que le pouvoir central va imposer un calendrier. Ou en tout cas que le calendrier va devenir l'étalon auquel on va comparer ou aligner les autres calendriers. Et évidemment, le calendrier romain s'est tellement bien imposé que par la suite, dans des siècles plus récents, avec le fait que l'Occident ait étendu son pouvoir sur toute la planète, c'est encore aujourd'hui le calendrier qui domine notre planète. Je voudrais conclure sur justement ce fameux mécanisme d'anticitaire qui rejoint beaucoup des questions qu'on a soulevées ici, en fait. C'est la seule machine à engrenage préservée de l'Antiquité, donc on a des textes qui nous parlent de machines du genre, mais c'est la seule qui a survécu. Elle suscite donc beaucoup de fantasmes, notamment elle figure dans le dernier film d'Indiana Jones, c'est le Cadran de la Destinée, je ne sais pas si c'est bien. Si ça se trouve c'est un film génial, ça m'étonnerait beaucoup, mais je ne l'ai pas vu. Et l'épave où on l'a trouvée daterait de 70 à 60 avant notre ère, et le mécanisme entre 205 et 87 avant notre ère. On a proposé différentes dates. Vous avez ici une image qui vous montre le cadran de la spirale métonique avec une reconstruction de ce que devait être le reste des mois. La machine complète, c'est des reconstitutions un peu artistiques, mais pour vous donner une idée, il devait y avoir un cadran devant avec le mouvement du Soleil et le mouvement des planètes. Là, on a les planètes sur 5 aiguilles, et puis la Lune aussi, donc 7 aiguilles. C'est possible aussi, ça a été proposé par Karman, qu'en fait, il y avait plutôt 5 cadrans, 5 petits cadrans autour, un cadran par planète. Et au verso, on a 2 autres cadrans, un du calendrier. Donc sur une face, le mouvement des planètes, il y a des inscriptions astronomiques en haut et en bas qui parlent des solstices, des choses comme ça notamment d'ailleurs. Une des spirales, c'est le calendrier, et une spirale en bas, c'est le cycle des éclipses. Donc d'un côté, pour qu'on voie un peu mieux, la position des planètes avec 2 cercles, un qui montre les signes du zodiaque, donc le mouvement du soleil autour du zodiaque, et un, les différents mois du calendrier égyptien. Ce qui ne nous arrange pas tout à fait, parce que quand on compte les trous de ce qui nous reste, les indentations, en fait, ça n'a pas l'air de faire 365 créneaux sur l'engrenage, ce qui nous arrangerait, mais peut-être un peu moins, et du coup se pose la question de comment ça fonctionnait, s'il n'y a pas 365 jours. Et le calendrier égyptien, on va en reparler, mais il pose différents problèmes aussi. En bas, on a le cycle de Saros pour prédire la récurrence des éclipses. C'est-à-dire que les Grecs avaient remarqué que les éclipses se produisaient un peu à intervalles réguliers. Tous les X jours, donc un certain grand nombre de jours, il y a une éclipse qui va se reproduire. Peut-être qu'ils l'avaient remarqué d'ailleurs à partir de listes babyloniennes, ce genre de choses. Et on imagine un petit cadran d'Exeligmos qui en fait indique le nombre d'heures à rajouter. Parce que vous allez avoir une éclipse, puis en fait, à la date suivante, elle sera par exemple 8 heures plus tard. Ce cycle-là, il pourrait commencer en 205 avant notre ère, d'après des études récentes des années 2010, ce qui pourrait être la date de calibration du mécanisme. Alors évidemment, il a pu être fabriqué bien après, mais le prototype commencerait ces années-là. En haut, il y a un cycle métonique de 19 ans,
Donc on a pu le reconstituer parce que les mois se répètent, du coup. Vous avez 19 ans, c'est ce que je vous disais sur le cycle métonique, vous avez 19 ans, on vous met les 12 mois, mois intercalaires ou pas, puis une année, puis un mois intercalaire, puis une année. Et du coup, comme ça se répète, on a tout le calendrier. Le calendrier, il est apparenté à la famille de calendrier de Corinthe, ce qui pose un peu problème. Il y aurait aussi un cycle calipique, donc je vous ai dit, c'est pour s'il faut enlever des jours pour ajuster l'année, et un cadran des Jeux, qui là est très intéressant, parce qu'il nous montre si on est l'année des Jeux Olympiques, l'année des Jeux Pythiques, Néméens, ou, ça c'est plus rare, de l'Aliéa. Je vous ai dit, c'était les Jeux du Soleil sur l'île de Rhodes. Et ça c'est particulier, parce qu'ils étaient clairement pas aussi importants que les Jeux Olympiques, ou les Jeux Pythiques, ou les Jeux Néméens. Et donc, Iversen, en 2017, a notamment mentionné que c'était peut-être un signe qu'il avait été fabriqué sur l'île de Rhodes, puis adapté pour un autre calendrier. Ce qui expliquerait certains décalages, notamment. S'il a été fait pour un calendrier, le mécanisme, et qu'ensuite on l'a adapté pour un autre calendrier. Et en plus, la latitude de Rhodes correspond mieux à certaines observations astronomiques, apparemment. Donc vous voyez, alors à quoi il servait? Donc il soulève plein de questions, mais probablement qu'il ne servait pas à une seule chose, mais peut-être à des observations astronomiques, peut-être à régler son calendrier, peut-être à un historien qui essaie de se repérer entre différents calendriers, on ne sait pas trop. Une pièce absolument unique. Mais du coup, la vulgarisation qui en parle est prise dans une espèce de boucle de sensationnalisme sans fin. Encore cet été, là c'était en juin de cette année, vous avez eu tout un barouf dans les médias qui dit un ordinateur antique révèle ses secrets grâce aux ondes gravitationnelles. Un ordinateur vieux de 2000 ans livre ses secrets grâce aux ondes gravitationnelles. Déjà, on vous dit c'est un ordinateur, alors que bon, c'est basiquement une horloge ou un calendrier. Oui, ça traite de l'information, mais c'est une horloge. Hein, c'est pas. Mais bon, voilà, un ordinateur. Mais pourquoi les ondes gravitationnelles? En fait, parce que c'est des chercheurs qui se spécialisent là-dedans et qui ont pu utiliser leur technique de calcul, parce que du coup, comme ils étudient les ondes gravitationnelles, ils sont très forts en maths. Et ce qu'ils ont pu faire, c'est compter le nombre de trous qu'il y a au bord des bouts du cercle qui restent et estimer combien de trous il y a au total. Alors, peut-être avec des méthodes de calcul hyper fortes, mais du coup, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont compté et estimé avec une certaine marge d'erreur, et ils disent probablement qu'il n'y a pas la place pour 365 trous, et donc que ça complique énormément le fonctionnement. S'il y a 365 trous, on peut imaginer que c'est la base de l'horloge, c'est l'année solaire, mais si c'est un calendrier lunaire, on se dit, bon, ok, comment est-ce que ça peut marcher? Comment est-ce que ça peut garder la trace du cycle du Soleil au fil de l'année si il n'a pas ce niveau de précision? Le truc, c'est que ces chercheurs mentionnent qu'avant eux, quelques années avant, il y a déjà d'autres chercheurs qui avaient mentionné qu'ils avaient essayé de compter les trous au bord du truc, et puis ils avaient dit, ça a l'air de faire un petit peu moins quand même. Et ils s'y connaissaient même pas en ondes gravitationnelles, donc c'est vraiment très impressionnant. Donc, ce qui est terrible avec le mécanisme anticitaire, c'est que vous avez beaucoup de publications dessus, beaucoup de gens qui ne sont pas forcément spécialistes de l'histoire antique, beaucoup de gens qui vont être simplement ingénieurs ou spécialistes des horloges ou spécialistes d'un point qui est connecté à ce mécanisme et qui vont publier un truc sensationnel qui sera repris dans tous les médias. Ça avait été repris aussi, évidemment. C'est un peu un problème. Et en fait, moi, ce que je trouve dommage là-dessus et qui montre un peu notre problème de fascination, c'est que, oui, c'est une pièce qui soulève énormément de questions, c'est une pièce unique, mais c'est pas que ça. C'est aussi une source d'informations énorme. Iversen, il dit, ironiquement, le calendrier du mécanisme anticitaire est désormais probablement le calendrier le mieux compris du monde grec. On a le nom de tous les mois, leur ordre, leur séquence, les mois pleins et creux, quand est-ce qu'ils se placent dans les saisons, ça on peut en discuter, les mois intercalaires et quand est-ce qu'on les mettait dans l'idéal, et les années intercalaires. Donc, littéralement, tous ces éléments qu'on n'a jamais rassemblés au même moment. On doit rassembler des inscriptions, des textes, des fragments qu'on a pour essayer de le reconstituer. Là, on a tout à un seul endroit. On n'arrive pas tout à fait à le situer sur la carte, au-delà de dire il vient de la famille corinthienne de calendrier. Mais c'est quand même une mine d'or, en fait. C'est pas juste un cadran mystérieux, un ordinateur quantique. Et le problème, c'est que la vulgarisation scientifique, elle est coincée dans un cycle où elle doit toujours attirer l'attention dessus. Et donc, forcément, ouh là là, le mystère a été résolu, et à la fin de l'article, on vous dit nul doute que l'étrange artefact continuera de susciter les questions. Donc à la fois le mystère il a été résolu, et à la fois il y a toujours une aura de mystère et un ton pénétrant avec des trémolos dans la voix qui est utilisé pour l'évoquer. Typiquement, et ça nous ramène à nos histoires de solstice, un autre article d'il y a quelques années
qui disait en fait non, il ne faut pas le calibrer sur 205, il faut le calibrer sur 178 avant notre ère. Bon, ça ne change pas grand-chose, hein, c'est une trentaine d'années. Pourquoi ? Parce que cette année-là, il y a eu une éclipse solaire annulaire très longue, qui durait assez longtemps, qui était très visible, au lever du soleil. C'était proche du solstice d'hiver, et en plus, il y avait un festival d'Isis à cette période-là. Donc, ça prouve que, oulala, en fait, l'argument se résume à oulala, c'est une sacrée coïncidence qui est tout ça en même temps, donc ce serait très pratique de se fixer là-dessus, et donc il doit être calibré là-dessus. Le problème, évidemment, c'est que, bon, évidemment, vu le fonctionnement du mécanisme, si on veut proposer un jour plutôt qu'un autre, c'est pas mal que ce jour se distingue un petit peu, évidemment, c'est pas faux, mais vous remarquez que c'est quand même un argument qui est assez... qui n'est pas plus convaincant que ça. Surtout, ce que je trouve intéressant, c'est le lien au festival d'Isis, qui pour moi apporte rien du tout à l'argument, qui revient à dire, oulala, ça avait une signification religieuse et tout. Oui, mais bon, des fêtes religieuses, mais tout le temps. Et surtout, il cite les interprétations solaires d'Isis et Osiris rapportées par Plutarque, on va en reparler un petit peu, mais que Plutarque rejette d'ailleurs, il dit que c'est pas du tout comme ça qu'il faut les interpréter. Et puis, un passage que je trouve particulièrement significatif, c'est qu'ils disent, oh, regardez, les Égyptiens, ils avaient des stèles où ils représentaient un disque ailé comme ça, et ce disque ailé, en fait, ce cercle noir avec des ailes, en fait, ça représente peut-être une éclipse. Mais attendez, il faut juste, pour resituer le niveau de l'argument et ce qui est avancé là, c'est de dire, parce que les Égyptiens ont représenté 8 siècles avant un truc qui peut-être est une éclipse, dans une culture qui est complètement saturée de symbolisme solaire et où il y en a partout, admettons peut-être c'est une éclipse, et ça prouve que ma théorie sur cette éclipse, elle est vraie. Parce que les Égyptiens, ils ont représenté une éclipse, et ben ça prouve que quand même, il y a des liens, il y a des... En fait, c'est ça que je trouve intéressant avec, dans ce genre d'article, le rôle de l'histoire des religions, c'est souvent de venir colmater, avec un peu de sensationnalisme et de mystique, de donner de l'importance à des phénomènes. On pourrait dire que c'est d'ailleurs la fonction de base de la religion, et maintenant de l'histoire des religions. Mais ça permet de colmater et de rehausser l'importance de choses qui, en fait, pourraient être considérées comme parfaitement banales. Et évidemment, cet article-là, lui aussi, il a eu droit à son cycle de vulgarisation dans la presse, où on a dit « le mystère est enfin résolu, la date de démarrage a enfin été trouvée », alors qu'en fait, c'est probablement un des articles les plus bancals qu'on ait fait sur le sujet. D'ailleurs, vous lisez l'article, il a l'air vraiment d'avoir été fait en vrac dans Word, les liens sont en vrac, enfin même le formatage de l'article ne vous inspire pas confiance. Malgré ça, en 2022, eh bien, tout était résolu à nouveau. Et je pense que dans 6 mois, quelqu'un d'autre va de nouveau tout résoudre. Ce qui nous montre que ce qu'on voyait avec le film Zeitgeist, où on essayait d'attribuer toutes les fêtes le 25 décembre automatiquement à tous les dieux, à une fête solaire qui expliquerait tout et qui serait à la base de nos propres cycles annuels, c'est pas simplement un problème d'amateurs, c'est pas simplement un problème de complotistes bizarres ou de néo-païens, c'est un problème fondamental à la fois en histoire des religions et dans un grand nombre de disciplines universitaires très sérieuses. C'est quelque chose qu'on ne peut pas juste balayer d'un revers de main, et qui, à mon avis, doit être traité d'une manière un petit peu plus approfondie pour enfin réussir à approcher ce dossier qui reste passionnant. Et c'est ce qu'on va faire dans une seconde, dès que j'ai remis une bûche dans le feu.